Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis, donc polémique sur la grande sécu, franchement ça ne m'intéressait pas jusqu'à ce que mon maître étalon du libéralisme, Jean-Charles Simon, se mette sur les réseaux sociaux à prendre parti, puis alors Jean-Charles est assez présent, allez le voir sur les réseaux sociaux, à prendre parti pour la nationalisation des mutuelles. Et là, les bras m'en tombent, Jean-Charles. Vas-y, tu peux... Mais alors, je ne veux pas qu'on y passe, parce que c'est très structuré, je ne veux pas qu'on y passe trop de temps, mais qu'est-ce qui t'amène finalement à aller dans le camp de l'Union soviétique ? Mais il y a parfois pire que l'État, c'est des acteurs en concurrence pour faire quelque chose qui ressemble à la collecte d'un prélèvement obligatoire. Et en fait, on est exactement dans cette situation. Et c'est ce que j'ai créé. J'ai commencé par une tribune dans les Échos sur le sujet, en disant, en fait, moi je suis évidemment un amoureux de la concurrence, que je trouve être une vertu absolument cardinale et fondamentale d'une économie de marché. D'ailleurs, souvent, je trouve qu'elle n'est pas assez bien défendue, justement. On laisse trop se faire des abus de marché. Le sujet... est là complètement détourné d'une concurrence qui apporte une valeur ajoutée, puisqu'en fait, la complémentaire santé est devenue quelque chose qui est imposé dans les entreprises. Donc la loi a imposé à chaque employeur de mettre en place une couverture collective. 96% des Français ont une complémentaire. Le législateur, depuis 30 ans, n'a fait que encadrer de plus en plus ces complémentaires santé. C'est-à-dire qu'ils doivent être ce qu'on appelle des contrats solidaires, sans questionnaire de santé. Ils doivent être des contrats responsables, c'est-à-dire qu'on fixe des planchers et des plafonds de rémunération. Et maintenant, il y a le 100% santé, c'est-à-dire qu'en plus, ils doivent proposer des paniers avec reste à charge zéro. Tout ça, pour une situation où, dans votre vie quotidienne, quand vous faites une dépense de santé, vous allez avoir pour le même acte, c'est-à-dire une consultation chez le médecin, un achat de médicaments, vous allez avoir deux payeurs. C'est-à-dire quelqu'un qui va rembourser un premier bout, et puis sur le même acte, qui va recevoir d'ailleurs de ce premier payeur des documents lui disant quel était cet acte, et qui lui va rembourser un second bout. Et donc tout ça est assez absurde et conduit à des frais de gestion qui nous placent les plus mauvais derrière les Américains. C'est pour dire qu'en santé, c'est compliqué la concurrence et ça peut être vu comme quelque chose qui ne marche pas très bien. On est les champions des frais de gestion du système de santé quand on regarde par rapport en pourcentage de la dépense de santé. Donc, c'est 7 à 8 milliards d'euros les frais de gestion des complémentaires. Alors exactement. Aujourd'hui, en fait, les courbes viennent de se croiser depuis 2018. C'est-à-dire pour la première fois en 2018, les mutuelles ont des frais de gestion qui sont supérieurs à ceux de l'assurance maladie, alors qu'ils remboursent 6 fois moins en montant que l'assurance maladie. Le chiffre que tu as donné est même sidérant. Sur 10 ans, hausse des frais de gestion des complémentaires. Donc on parle d'Institut de prévoyance, mutuelle et assureurs, plus 46%. Recul de 5% pour l'assurance maladie sur la même période. Exactement. Dingue. Exactement. Alors pendant la même période, les volumes ont augmenté, mais on voit bien que la Sécu, elle a ses économies de gestion au fil du temps par économie d'échelle et par rationalisation, parce qu'il y a de plus en plus de télétransmission et de choses comme ça. Mais les mutuelles, elles payent de plus en plus cher, non pas parce qu'elles sont mal gérées, mais parce qu'elles se battent pour attirer des clients. Frais marketing. C'est ça qui est absurde, c'est la concurrence pour collecter quelque chose qui est devenu totalement standardisé et obligatoire n'a plus de sens. Et c'est là où on se retrouve dans une situation qui, pour moi, est absurde. On a la même, d'ailleurs, même en pire, sur les complémentaires retraites, avec les caisses Agirc-Arrco. C'est encore plus absurde, parce que là, à la virgule près, c'est exactement la même chose, et c'est un prélèvement obligatoire. Ça va d'ailleurs basculer en recouvrement à l'URSSAF. C'est aussi le recouvrement par l'URSSAF, c'est aussi ce qu'on avait fait pour Pôle emploi, où avant, il y avait toutes les caisses ACDIC, et maintenant, on n'a plus qu'un seul recouvreur, qui est l'URSSAF. Ça a du sens dans ces actes qui sont des actes totalement technique, c'est-à-dire on prélève une cotisation et on renvoie des montants, on ne fait rien d'autre que ça. Ça a un sens que celui qui est le premier payeur change juste le montant qu'il rembourse et rembourse les deux d'un coup. Et là, effectivement, le montant à gagner, c'est probablement dans les 8 milliards. Pourquoi ? Parce que, en fait, les mutuelles, elles dépensent énormément en intermédiaires, en marketing, etc. Bien sûr. Et donc, si vous voulez sponsoriser des équipes de cyclisme ou des voiliers sur le dos des frais de santé, qui sont quelque chose qui est une commodité sociale, ça n'a pas de sens.
différence. Et en plus, le système, il est inéquitable. Deuxième point, donc il est inefficace et il est inéquitable. Et inéquitable en santé, je pense que ça compte quand même, parce qu'on va tous un jour être retraités, ou les gens qui nous écoutent peuvent l'être déjà, et ils ont bien vu la différence, c'est qu'on passe d'un contrat collectif pris en charge par l'employeur au moins à 50%, et en plus qui est sorti des assiettes des cotisations sociales et des impôts. Donc quelque chose qui est assez indolore et qu'on ne voit pas trop. Puis en plus, on est mutualisé entre actifs d'une même entreprise, donc on est plutôt des petits risques, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est des gens plutôt en bonne santé, en moyenne, dans un contrat collectif. Et puis, boum, vous partez à la retraite, et là, qu'est-ce qui vous arrive ? Là, vous n'avez plus aucun contrat, donc il faut aller chercher une complémentaire sur le marché, et là, vous êtes tarifé à l'âge, sur un contrat individuel. Et donc les populations qui sont les plus fragiles, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus du mécanisme gratuit, qui s'appelle la complémentaire santé solidarité, qui s'appelait la CMU avant, et qui ont juste, par exemple, quelqu'un qui a 1100 euros de retraite, qui a 75 ans, sa complémentaire santé, tout juste correcte, elle va être lui facturée 2000 euros, quasiment 2 mois de pension. C'est absolument énorme. Donc on a démutualisé des populations alors qu'on aurait dû au contraire les rapprocher pour faire un tarif moyen qui soit préférable pour tout le monde et sur toute la vie. Il y a un moment où vous êtes sur quelque chose qui va rester stable au cours de la vie. Jean-Charles, c'est assez... La concurrence est une vertu cardinale, mais où est la concurrence ? Concurrence, ça veut dire transparence, pouvoir comparer les offres, pouvoir avoir accès. Exactement. Je ne connais pas le sujet grande sécu du tout, comme vous. Ça suppose d'avoir un marché qui se développe. C'est hyper... c'est pas transparent du tout. C'est complètement opaque, les prix, les remboursements, et personne n'y comprend rien. Mais je trouve, non, tu as raison, Bénédicte. En plus, c'est sur un marché fermé, quoi. Ça me rappelle. 96% des gens, donc ça y est, on est au bout. C'est comme les télécoms, finalement. Exactement. Ouais. J'allais exactement utiliser. Quand on a ouvert le marché des télécoms, c'était au moment de l'arrivée du numérique. Ça avait beaucoup de sens. Dans le même temps, on avait dit d'ailleurs, on fera la même chose pour les transports ferroviaires, alors que les infrastructures étaient limitées. Donc en fait, quand on commence à ouvrir à la concurrence un univers qui est fermé, en fait, on crée exactement ce qu'a décrit Jean-Charles. C'est des batailles de marketing pour essayer de gagner des parts de marché, et il n'y a pas de création de richesse, en fait. Il n'y a pas de création de richesse, et encore une fois, on est sur une offre qui est tout à fait standardisée. Sauf pour les qu'on aime bien. Non, mais effectivement, là-dedans, vous avez des courtiers et des agents généraux qui gagnent très bien leur vie. Et des mecs sur des voiliers, quand même, parce que voilà, ils sont ravis, et on est ravis aussi de les regarder. Mais je crois que ce n'est pas l'objet de la santé, qu'en plus, la santé, c'est quelque chose de particulier. D'ailleurs, après, partout... Il ne faut pas raisonner uniquement économiquement. Voilà, exactement. On ne peut pas, parce que sinon, j'ai des amis libéraux qui me disent mais pourquoi tu n'es pas pour la concurrence ouverte des caisses au premier euro ? Par exemple, effectivement, la Suisse et les Pays-Bas ont un modèle dans lequel il n'y a qu'un payeur. Donc déjà, c'est bien mieux que le nôtre, il n'y a qu'un seul payeur, mais effectivement, c'est une caisse privée que vous choisissez librement et puis qui va gérer le système. D'ailleurs, ça leur coûte plutôt assez cher par rapport à des pays qui ont un seul acteur public. Mais c'est quelque chose qui n'est pas envisageable en France. Voilà, mais bien sûr, soyons réalistes. On n'y arrivera pas, on ne va pas supprimer l'assurance maladie en France. Donc, à partir du moment où on ne la supprime pas, eh bien, le plus rationnel, c'est d'aller vers ce scénario d'unification. Magnifique. Qui est une rationalisation toute simple. Mais moi, ce que j'adore... De la part de Jean-Charles, ça s'entend, ça s'écoute. C'est bien, hein ? Non, c'est bien. Et puis moi, c'est positivement déstabilisant. Ce que j'adore, c'est donc les réactions de la Fédération française de l'assurance. Je regardais ça, mais que va devenir la médecine libérale si jamais il n'y a plus les complémentaires santé ? Médecine libérale, d'abord, elle n'a de libéral que le nom, parce qu'elle aussi, elle est totalement encadrée, etc. Et puis, elle est encadrée effectivement dans des tarifs qui sont discutés. Et elle-même, elle se bat contre des mutuelles qui veulent les enfermer, justement, dans des réseaux de soins. Exactement. Et surtout, on ne changerait rien, ça faut vraiment que les gens comprennent que le projet, en tout cas celui qui est discuté, moi je parle que de celui qui est discuté par les pouvoirs publics aujourd'hui, il ne changerait rien en termes de parcours de soins. C'est-à-dire que vous garderiez la même possibilité de dire, j'ai mon médecin traitant, puis je l'aime plus, je veux un autre médecin traitant, je vais aller voir tel spécialiste après avoir vu mon médecin traitant, ça je peux continuer à le faire, je choisis mon lieu d'hospitalisation éventuellement, etc. Tout ça resterait identique. En fait, on est vraiment sur quelque chose, il y a un système presque de paye, en fait, vous voyez, c'est des systèmes aussi similaires que la paye, c'est-à-dire là, vous voyez bien qu'il y a des économies d'échelle et que vous avez intérêt d'avoir des acteurs avec un seul système d'information, une unicité complète de prélèvement et de remboursement. J'adore. Et le fait de montrer que la Sécu a été plus efficace que les mutuelles, je trouve que c'est aussi intéressant. C'est-à-dire ça renvoie au service public de la valeur quand même. Parce que souvent, il est de bon ton de critiquer la bureaucratie, etc. Je trouve intéressant que ces chiffres aient été publiés par Jean-Charles. Parce que, ils viennent de la Cour des comptes. Moi, je ne fais que reprendre des données tout à fait officielles. Ça a passé combien de temps à la SNCF, Bénédicte ? 27 ans. Tu veux dire que ça m'a complètement... Je crois que tu as développé un gène, en fait. Oui, mais en même temps... de défense du secteur public. Mais j'en suis sortie pour aller dans l'univers qui est probablement le plus différent de lui. Bien sûr.
Et ce qui me permet de voir les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Et il y a quand même des métiers qui ont une valeur qui ne peuvent être exercées que par le service public. Je continue à le défendre. Et la question de la santé, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Enfin, bon, j'espère qu'on en parlera. Je ne sais pas si on en parle encore, là. Non, pas encore. Non, bah non, c'était bien, là. Non, d'accord. C'était bien. D'accord. C'était bien. Non. Puis bon, quand on pense contre soi-même, c'est toujours formidable. Alors, justement, on va t'inviter à penser Jamais contre d'esprit de toi-même. système. Jamais C'est d'esprit de Philippe système. Séguin qui m'a dit ça quand j'étais directeur des études du RPR, avec qui j'avais T'as des été relations. directeur des études du RPR. Absolument. Et j'avais d'excellentes relations avec. Il a été directeur général du MEDEF aussi, Jean-Charles. C'est pour ça qu'il connaît une masse de trucs absolument Philippe dingues. Séguin était le président du RPR. J'étais a priori totalement orthogonal à ses idées et j'étais beaucoup plus proche du secrétaire général qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Mais Philippe Séguin m'avait dit un jour, et j'ai gardé cette phrase en tête, qu'il faut toujours se méfier de l'esprit de système et qu'il faut savoir avoir une distance par rapport à des choses qui effectivement ne doivent pas être des réflexes pavloviens. Donc là, je vois plein de gens qui me tombent dessus sur le thème tu trahis le libéralisme parce que tu es pour la nationalisation. Je les appelle les libéraux de concours, moi, je les adore. Communistes, mais prenez un peu de recul, les amis. Vous verrez que quand on parle que de gestion de flux financiers, regardez les impôts. Les impôts français sont un bon service, par exemple. Ils gèrent bien. Vous l'avez vu avec le prélèvement à la source. C'est quelque chose où on a une certaine efficacité dans certains services et qui doit être reconnu. Et donc, dès lors qu'ils fonctionnent bien et qu'en avoir qu'un au lieu de deux, c'est beaucoup plus simple et ça fait gagner de l'argent, je pense que la conclusion s'impose. Ça ne veut pas dire que tout doit être traité Absolument. à l'aune de la rentabilité. Non. Et comme le dit Bénédicte, il y a des sujets sur lesquels l'intervention publique, elle est non seulement nécessaire, mais plus efficace. Et ça me paraît une évidence. Et c'est pas être anti-libéral que dire ça. Ne rentrons puis, pas par dans ce ailleurs- combat de chapelle. C'est la phrase c'est la phrase de Erwan Lenohan qui vient nous voir régulièrement. Si tu organises un débat entre deux libéraux, tu es à peu près sûr d'avoir 3 points de vue. Voilà. C'est juste. Voilà. Un mot là-dessus encore, tu voulais, Bénédicte? Non, Parce qu'après, on n'a plus de temps pour ta COP26, Non, mais les je entreprises, disais, les je écologies, trouve très bien les petites fleurs. qu'on puisse avoir des pensées singulières et qu'on ne soit pas assigné à des camps qu'on est censé représenter. Exactement. Et je ne suis pas libérale et je suis ravie. Enfin, je ne sais pas si je le suis ou je ne le suis pas. Je ne me définis pas comme ça. Je suis ravie d'entendre Jean-Charles défendre cette cause. Voilà. Oui, mais alors il faudrait qu'à ton tour, tu défendes des causes d'ultralibéralisme pour qu'on soit, tu vois, pour qu'on aille au bout je suis tout à fait prête à le faire. qu'on On saute. verra. Bon, Moment je vais venu. t'en trouver une pour la prochaine fois. Donc, leçon de la COP26, mais alors on va aller sur les entreprises. Parce que, en l'occurrence, Emmerich, donc Sycomore Asset Management, est sans doute... Alors peut-être il y en a eu un autre, etc. En tout cas, moi, c'est le premier que j'ai connu. Il y avait Nicole Notta qui avait monté Vigeo et son agence de notation ISR, à laquelle je ne comprenais pas grand-chose. Je vais être très très clair. Et en fait, c'est la rencontre, je veux lui rendre hommage, avec Léa Dunant-Châtelet, qui était à l'époque chez Sycomore Asset Management, qui a monté, c'était peut-être il y a 10 ans, Emmerich. À peu près 10 ans. Voilà. 10 ans, oui. Une première grille d'analyse des sociétés au regard de ces critères ESG, ultra détaillés. Je ne sais plus combien il y avait de critères, mais il y en avait plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines. Et j'ai enfin compris l'impact du truc. Sachant que les critères ESG chez Sycomore, ils n'ont pas 10 ans. Ils ont été implémentés dès la création de Sycomore. On vient Voilà, de fêter c'est ça. nos 20 ans. Et c'est vrai que ce que tu décris, c'est une systématisation, une meilleure organisation de ces critères. Une Les questions à qui poser au bois. n'est À pas l'époque, terminée je me d'ailleurs, mais souviens, on a commencé dès le départ. Léa racontait, décrochait son téléphone. C'est un exemple que je donne très régulièrement. Combien vous utilisez de litres d'eau dans votre processus de production? Le gars qui était Investor Relations tombait des nues, quoi. Mais enfin, où est le problème? Je vais vous parler de mon EBIT, moi. Où est le problème avec les litres d'eau? Non, moi je veux avoir les litres d'eau. Voilà. Et elle me disait il y a 10 ans, Fiat dépense 3 fois plus de litres d'eau dans son processus de production que BMW. Fiat a fait faillite. Voilà. Donc, est-ce que l'évolution et comment est-ce que je vais te poser la question? L'épée que la finance petit à petit met dans le dos des entreprises fait bouger les lignes aujourd'hui, à ton avis, Emmerich? Alors c'est un sujet qui est vraiment, évidemment, extrêmement important et très complexe. Je dirais que je vais commencer par le côté positif. Le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, et il y a eu un basculement finalement assez récent. Moi, je trouve que les choses se sont vraiment accélérées depuis 2 ans, 2-3 ans. Aujourd'hui, il y a un consensus absolu sur la nécessité de faire de l'ISR.
Il n'y a plus de débat là-dessus. Et donc ça, c'est bien, parce que l'état d'esprit a changé. Maintenant, je ne pense pas être quelqu'un de trop naïf, il y a beaucoup d'opportunisme dans cette posture. Parce que c'est à la mode de parler d'ISR, de ESG, et aujourd'hui, si une société de gestion, pour parler du secteur que je connais, dit le ESG, je m'en fous, elle n'a plus de clients. Donc ce qui compte, c'est la réalité des choses. Et sur ce second sujet, je vais être un peu brutal, mais on n'a quasiment rien fait. Quand je dis on, c'est globalement les entreprises. Les entreprises, alors il y a eu des progrès sur la gouvernance, sur la féminisation des COMEX ou des boards. Il y a beaucoup de chemin encore à accomplir, mais il y a eu des progrès. Mais je prends l'exemple du climat, qui est quand même un sujet central. On va parler du carbone, central, absolument. On pourra en parler des heures. Je vais dire une chose très simple. Les entreprises, et ça c'est très très dommage, les entreprises qui se saisissent le plus de l'enjeu climat sont celles qui contribuent le moins au réchauffement climatique. Ouais. Quand on est Capgemini, une agence de pub, ou L'Oréal, qui sont des entreprises formidables, c'est pas compliqué de dire je serai net zéro dans 20 ans. Parce qu'on n'émet pas de carbone. Donc ce sont les acteurs qui ne sont pas partie du problème qui essaient d'apporter la solution. On marche sur la tête. Le problème, il vient d'où? On le sait tous, c'est les pétroliers, c'est les fabricants d'énergie, c'est les cimentiers, c'est les fabricants d'acier, c'est l'industrie lourde. Alors pour le coup, les cimentiers s'y mettent très très fort, là, vraiment. Alors, je tiens à leur rendre hommage, là. Je pense qu'il faut être des trucs puissants, là. Je pense qu'il faut être optimiste. Je pense que des mouvements très puissants sont en train de se mettre en place. L'exemple de Total, c'est tout sauf du greenwashing. Exactement. C'est des investissements réels, calibrés, quantifiés dans des nouvelles technologies ou pas d'ailleurs, mais de l'énergie renouvelable. Le ciment, c'est en train de bouger, mais on en est très loin. Donc ça, c'est le premier point. Dans les esprits de la mutation, le chemin est fait. Pour les actes, on est au tout début du chemin. Et je terminerai en disant, je suis assez agacé de voir, parce que ce sont des sujets, comme tu le rappelais, qu'on n'a pas découvert il y a un an ou deux, ça fait depuis 20 ans qu'on s'y intéresse. Je suis assez agacé de voir que beaucoup d'entreprises donnent des objectifs 2050, mais rien de concret en 2025. Donc 2050, c'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, je fais l'analogie avec l'aspect financier, parce que je rappelle quand même, que nous, on investit dans des sociétés qui gagnent de l'argent. On fait pas ça pour... on veut sauver la planète, mais c'est pas nous qui avons la sauver. On veut un modèle économique viable. Et je remarque qu'en matière financière, les entreprises qui donnent des guidance financières, je parle bien, à 5 ans, en général, performent beaucoup moins bien que celles qui n'en donnent même pas à 1 an. Donc l'idée, c'est pas de dire en 2050, je serai net zéro, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est qu'est-ce que tu fais dans les 3 ans qui viennent, de manière mesurable, quantifiable, avec des sanctions. Juste, je veux vous raconter très vite, parce que ça va exactement dans ton sens. Il se trouve que ce matin, j'animais un forum qui s'appelle Future of Finance. L'hybride permet de rassembler 1500 directions financières. Donc c'était quand même assez impressionnant. Et le directeur financier de Thales est venu dire, voilà les amis, les choses sont claires. Il se trouve que là, maintenant, je passe davantage de temps sur les critères ESG que sur mes critères financiers. Pourquoi ? Ça va tout à fait dans son sens. On s'est laissé fixer des critères par des directions, direction développement durable, etc. et tout. Certes, plein de bonne volonté, mais qui n'ont aucune rigueur sur les chiffres. Et aujourd'hui, la finance me demande des comptes sur ces objectifs que je suis totalement incapable d'atteindre. Donc nous allons reprendre ça en main, nous financiers, avec la rigueur du chiffre. Et quand nous aurons repris ça en main, et il faut le faire très très vite, nous allons calculer les allocations de capital qu'implique l'ensemble de ces objectifs. Et c'est ça que nous communiquerons au marché. Et il faut le faire vite, parce que j'en finis là, très bientôt, rater son objectif CO2 sera plus important que rater son EBIT. Voilà. Alors ça, donc, si je peux juste... Voilà. Non, mais c'était ce matin, donc voilà, c'est ça qui se passe. Et donc, je voudrais juste rebondir là-dessus, parce que c'est le dernier point que je voulais signaler, parce que, à mon avis, c'est le fond du problème. Quand je parle maintenant depuis des années avec des entreprises, et que je leur dis qui est le plus moteur sur ces aspects environnementaux et ESG au sens large, ils répondent dans l'ordre, c'est d'abord les salariés. Et les salariés sont extrêmement concernés, et dans tous les secteurs, y compris chez les cimentiers, les pétroliers. Les salariés sont très moteurs, et de plus en plus avec les jeunes, ça on le sait, et ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est en top de la liste. En second, ça peut sembler surprenant, ce sont les actionnaires.
Les actionnaires aujourd'hui, bien sûr qu'ils ont des objectifs financiers, c'est normal, des critères financiers en tout cas, mais ils ont ces objectifs ESG qui sont très importants. Et les entreprises, tous secteurs confondus, me disent, ceux qui sont en bas de la liste, ce sont les clients. C'est-à-dire que s'il y a deux propositions à peu près oui, c'est ça. S'il y a un prix supérieur parce que prise en compte de critères environnementaux ou sociaux, etc., c'est l'offre la moins disante qui va gagner. Et ça, je pense qu'on ne pourra jamais changer cet état de fait. Il faut être lucide. D'où, là, je vais passer encore pour un anti-libéral de base, mais je pense qu'il faut que le régulateur aussi, ce qu'on a parlé des salariés, on a parlé des actionnaires, on a parlé des entreprises, le régulateur doit effectivement introduire un certain nombre de normes ou alors de sanctions si ces critères ne sont pas pour justement éliminer ce prix. Parce que ça coûte aujourd'hui, dans beaucoup de cas, un peu plus cher s'il y a ces critères qui sont respectés. Bénédicte ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Émeric sur le fait que les salariés, aujourd'hui, mettent la pression sur les entreprises, sur les questions écologiques. Emmanuel Faber, d'ailleurs, veut fédérer ces collectifs de salariés. Et c'est d'ailleurs sans doute le nouveau champ d'intervention des organisations syndicales. Ouais. Si elles devaient se saisir d'un sujet, ce serait sans doute celui-là, pour intéresser en fait les salariés. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, tous les salariés, et particulièrement les jeunes générations, sont sur la question du sens. Mais le sens, c'est pas uniquement avoir une boîte qui a une ambition, c'est avoir une boîte qui est capable de donner une ambition et de faire le lien entre le travail quotidien de chacun et l'ambition qui a été fixée. Et du coup, ça suppose en fait d'embarquer, et c'est pour ça très bien ce que tu viens de dire à propos de Thales, je trouve ça a beaucoup de valeur, c'est-à-dire c'est pouvoir avoir des objectifs mesurables à court terme. Absolument. Parce que le seul moyen de rater une transformation, c'est de repousser l'échéance et d'augmenter l'ambition. Absolument. Bon. Et donc c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire avoir du pragmatisme, donner une ambition qui est grande, mais avoir une première étape effectivement qu'on soit capable en fait qui est déjà un pas en avant et qui permet surtout de se dire on a progressé, on est capable de le faire. C'est en fait les enseignements des startups, hein. C'est comme ça qu'elles travaillent par rapport à des grands groupes éventuellement un peu en retard sur les sujets de transformation. Donc ça a de la valeur. Le deuxième point que je sais pas, je pense pas que tu vas être d'accord avec moi, mais bon, moi je pense que la jeune génération est beaucoup moins mal à l'aise avec l'idée de faire péter la manière dont on a construit une chaîne de valeur. Parce que nous avons appris, les gens de ma génération, nous avons appris comment exploser la chaîne de valeur façon puzzle en faisant fabriquer à tous les coins de la planète les choses au moins chères possible, en se disant qu'on allait tout recomposer après avec des transports efficaces. Ça, on sait que ça détruit le climat. Et pour recomposer des chaînes de valeur nouvelles, moi je pense que ça suppose que la jeune génération nous aide à réfléchir. Oui, enfin, tu n'es pas d'accord avec ça? Non, c'est pas que je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. La crise logistique va t'y aider. Sans doute. Va t'y aider bien plus que les jeunes générations. Mais en tout cas, je ne suis pas en train d'opposer les générations, mais je dis qu'on a besoin d'avoir plutôt des jeunes dirigeants qui ont été élevés avec cette logique-là plus tôt pour prendre les commandes des entreprises. Voilà. Je l'ai écrit déjà. Jean-Charles, je pense. Bon, je vais être contre-courant cette fois de tout ce qui s'est dit. Tout ça, tout cet univers-là, et des gens qui, pour le coup, il y a plein de gens qui en vivent aussi, qui les agences de notation, les conseillers en investissement. Il y en a maintenant à l'appel, vous ne trouvez pas un moment, un gars qui ne vous fait pas une offre pour vous mettre au niveau, vous faire votre communication environnementale, etc. Tout ça, c'est venu par... Enfin, c'est un côté artificiel, c'est venu par la pression de la régulation. C'est la régulation qui a contraint à du reporting. D'abord, on a fait faire des rapports développement durable, de présenter des choses. Ensuite, c'est la régulation qui est venue sur les investisseurs finaux qui ont des contraintes qu'ils se mettent et qui, du coup, ont besoin de savoir dans quoi ils investissent précisément et font ces choix d'investissement. Et tout ça est la grande machine qui s'emballe autour de en faire toujours plus avec une course. Ce que tu dis sur Thales, pour moi, est presque effrayant. C'est-à-dire, ça devient effectivement un temps, et je l'ai vu dans certains groupes où j'ai pu travailler, ça devient une prise de temps, de mesures, de simple reporting qui est absolument délirant. Et dans tout appel d'offres aujourd'hui, quasiment, tu vas te retrouver avec c'est quoi ta note en matière de gouvernance, d'environnement, etc. Et donc, on le voit dans les appels d'offres, dans la vie quotidienne des boîtes. Il faut
De Mais toute oui, mais façon, heureusement, documenter ça. Jean-Charles, enfin, bon Dieu, enfin, parce qu'il nous reste que 2 minutes, donc Alors, je te bouscule un peu. régulation, c'est un peu C'est ça qui va non faire bouger les choses quand même, et rien Et d'autre. c'est ça qui va faire bouger les choses. Mais bien de boîtes qui sûr. sont déjà, pour la plupart, les plus vertueuses par rapport à leur domaine. Les cimentiers. Moi, il y a 15 ans, je travaillais avec Bertrand Collomb, il était président de la FEB, j'étais son directeur, et il était donc pionnier dans le truc. Il faisait les choses. Mais il les faisait parce qu'ils avaient une alternative. Ils avaient des possibilités de modifier leur cycle de production et de faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense qu'on va tomber à un moment sur un mur double qui est le mur de la physique et le mur des prix. C'est que les gens vont se retrouver avec un problème, c'est j'ai encore un véhicule thermique, comment je l'alimente? J'ai pas assez d'électricité, comment je la produis? Oui, mais on est loin de ce mur, Mais Jean-Charles. on est- Tu vois, C'est que faut commencer aujourd'hui le véhicule thermique. Ce mur, il Je existe. dis pas qu'on va le sortir de Paris dans 2025, mur, mais il dans existe. 15 ans, le véhicule thermique, il est plus là. Et il faudra qu'il soit remplacé par un autre. Il existe financièrement. Et le mur, il existe aussi financièrement dans ce que les gens seront capables de mettre. Il y aura un Oui, problème. mais ça, c'est le dividende pour carbone. acheter du C'est un autre sujet, que les d'une certaine gens, manière. que les signaux de marché, il n'y a pas besoin de régulation. Regarde ce que vaut Rivian en bourse, uniquement parce qu'elle promet. Mais ça, c'est d'avoir autre chose. Ça, un c'est la segment de bulle marché. boursière complètement mais débile ce sur que- des valeurs. Ça oui, n'a rien à voir. ben, si, ça a à voir. Ça veut dire que de toute façon, le signal de je me positionne sur quelque chose de transformant est déjà très valorisé. Pas besoin de faire le reste. Et je dis, Mais bon Dieu, si Total, non, attends, mais sur le- si sur- Total, pardon, juste sur le- si Total investit sur 10 gigawatts par an bien sûr, parce que de production sinon, d'énergie ils vont renouvelable, mourir, parce que sinon ils vont mourir. et sinon ils vont mourir, mais c'est bien parce que c'est l'épée de la régulation mais qui les oblige à switcher et à mettre toute leur et le mur puissance financier, c'est d'ingénierie et de exactement finance au service de la décarbonation. Mais pas seulement, c'est parce que de Et ils toute ne façon, recruteront pas, il y a un sujet de ressources pétrole qui existe. Et moi, je peux dire qu'on va aller, je suis convaincu qu'on Mais- va aller très très loin. Si c'est pas dans les pays Mais développés, les compagnies c'est dans les pétrolières pays en américaines développement. ne sont pas du tout dans cette logique-là. C'est hein. le mur Dans de les pays en l'argent, c'est développement. l'inverse. Ben oui, parce C'est que si on justement, fait ils ont rien, pas le la prix du pression pétrole à terme, il va artificielle que exploser. j'évoquais. Et Et Ils nos n'ont pas la pression artificielle que Mais j'évoquais. c'est là où on est- Mais on est- on je parle ne comprends pas. d'entreprises Bon, mais on qui est au sont bout. déjà quasiment les plus vertueuses. Ah non, D'un non, continent, non, non, d'un non. continent, On est au bout, on est au bout. C'est pas vertueux, là. Vas-y, finis ta phrase. d'un continent qui fait 8% des émissions mondiales de CO2 et qui de toute façon aurait beau les réduire de moitié, ça ne changerait Mais strictement on parle pas de l'Europe, on rien parle du monde. nos Et problèmes si nous, on le fait pas, avec les 13 millions de tonnes de charbon que produit la Chine aujourd'hui, Les gars, chaque jour. Et à bientôt. filles, Ouais, mais tu fais partie de la bande. Guys, c'est ça? Voilà, c'est ça. Les filles, les gars, voilà. On se retrouve lundi, les amis, sur Bismart, et demain Aurélie Planex, évidemment.